Mustapha Amokrane. Oui. Tu es un ancien membre de Zebda, Oui. un membre des Motivés Oui. et un membre du nouveau groupe Moussé Hakim. Oui, tout à fait. Alors, tu as débuté ta carrière avec la création de l'association Vite Écrit en 1982. Oui. C'est une association d'audiovisuel avec la création de courts-métrages. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et qu'est-ce qui vous a poussé, toi et tes collègues, à créer cette association? Alors en fait, donc c'était dans le quartier des Isards, qui s'appelait le quartier des Trois Cocus à l'époque, le quartier dans lequel on vivait. Il y avait quelques éducateurs qui étaient, enfin 2 éducatrices notamment, qui étaient passionnées d'audiovisuel et qui nous ont donné à un moment la possibilité dans les loisirs proposés de se servir d'une caméra. Alors on parle d'une époque où les caméras elles faisaient 35 kilos. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup plus ça s'est démocratisé puisque les appareils sont plus accessibles. On peut même se filmer avec des téléphones. Mais à cette époque-là, c'était vraiment exceptionnel. Et je dirais qu'on est tout de suite, voilà, on a pris cette activité comme un loisir très très agréable. Alors ça s'appelait Vite Écrit parce qu'il y avait aussi, ça voulait dire vidéo, théâtre et écriture. Donc moi, par exemple, ça m'a permis de faire du théâtre aussi au sein de cette association. Il y avait aussi des ateliers d'écriture et puis aussi j'allais dire, du centre de loisirs classique et de l'accueil d'enfants qui s'est installé petit à petit. Donc je dirais qu'au départ, c'est dans le loisir ou comment occuper son temps libre qu'on s'est retrouvé dans cette situation de faire des petits films, des petites vidéos, jusqu'à faire un court-métrage, puis un deuxième. Et le deuxième c'était l'histoire, le scénario, c'était l'histoire d'un groupe de musique qui, dans le quartier, pour faire un concert, allait faire un braquage. Et puis là, ils n'allaient pas réussir. Et il y a une petite histoire d'amour à l'intérieur, tout ça. Et c'est comme ça qu'est né le groupe Zebda, pour les besoins du film. Du coup, le groupe s'est créé autour de ce scénario-là. Et puis quand le film a été terminé, l'idée de faire de la musique, c'est quelque chose qui est resté. Alors après, c'est un vrai groupe, hein, Zebda, puisqu'il y avait des gens qui étaient du quartier, les 3 chanteurs, c'est-à-dire Hakim, mon frère, moi-même et Magid, qui était un peu plus âgé que nous. Magid était très branché sur l'écriture, nous on était très branchés sur l'énergie, la danse, le style de musique, ce qui peut nous mettre en contact avec les gens. Et puis les musiciens qui n'étaient pas du quartier nous amenaient le côté comment on fait de la musique, comment on peut se produire sur scène. Voilà, schématiquement, c'est ça l'idée. Mais c'est vrai que tout est parti de cette dynamique au cœur du quartier, finalement, grâce à 2 éducatrices déterminées, conscientisées. C'est elle qui vous a poussé à créer votre asso? Exactement. Et elles ont permis l'existence de l'asso. Et puis après, très vite, de créer l'asso, tout ça. Et puis très vite, en grandissant. Au départ, je dis souvent qu'au départ, moi, j'étais animé, par exemple. J'étais juste quelqu'un qui venait participer aux activités. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et puis le goût, en grandissant, faire de la musique, du coup tu prends un peu des responsabilités dans l'histoire, c'est-à-dire que tu commences à proposer des projets. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est réapproprié le projet. Et quand on a commencé à faire de la musique avec Zebda, au tout début, où on faisait des concerts un peu partout, on a commencé à ouvrir plein de portes grâce à la musique, parce que la musique, elle nous a permis de rencontrer plein de gens, donc de commencer à organiser des festivals, organiser d'autres types d'activités. D'accord. Et donc du coup, vous avez créé aussi l'association Tacti Collectif. Oui. Justement, vous avez développé une réflexion et des actions pour soulever les problèmes qu'il y a dans les quartiers populaires. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le Tacti Collectif, c'est dans le prolongement effectivement de l'association Vite Écrit. Donc, Vite Écrit, c'est une association qui était dans le quartier, inscrite dans le quartier, au pied des bâtiments, quoi, en quelque sorte. Je crois que dans notre parcours, si on n'avait pas rencontré la musique, probablement qu'on serait devenus des professionnels un peu du travail social, de ce type d'action. Et nous, on a beaucoup de respect pour les gens qui font ce travail-là. On sait qu'ils n'ont pas les moyens souvent qu'il faut parce qu'il faut répondre au quotidien des gens. Il faut donner des réponses concrètes à des problèmes concrets. Et ça, c'est une vraie technicité pour comprendre le système et aider vraiment les gens. Comme on est c'est un métier que j'aurais, je pense, adoré faire. En tout cas, je me serais lancé là-dedans. Mais comme j'ai fait de la musique, j'ai pas fait ça. J'ai fait de la musique. Et la musique, qu'est-ce que ça nous a procuré? Ça nous a procuré de la liberté, de l'autonomie et de la liberté de parole. Donc quand on a la liberté de parole, on commence à porter un propos plus politique. Et à dire, oui, mais votre façon de fonctionner,
elle ne correspond pas réellement aux besoins des gens. Déjà, vous ne demandez pas leur avis aux gens. Vous ne parlez pas avec eux. Vous ne leur dites pas, c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Vous leur imposez des situations. À partir d'une idée qui pourrait être louable, on va leur imposer quelque chose où les gens vont dire, ah non, non, mais c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. En fait, c'est une espèce comme ça de relation avec la parole politique qui s'est développée. Et pour ça, au bout d'un moment, on a décidé de créer une autre association qui serait plus libre encore, qu'on appelle le Tacti Collectif, qu'on a appelé le Tacti Collectif. Et pour nous, le Tacti Collectif, c'est une association qui permet de faire un travail de culturel social, pour inverser le socioculturel. C'est-à-dire le culturel social, c'est travailler sur le langage, nos histoires en commun, qu'est-ce qu'on doit connaître de notre histoire, c'est-à-dire nos histoires, l'histoire de nos quartiers, qu'est-ce qui s'y est passé, et comment on peut du coup essayer de travailler sur cette expression et cette parole qui est la nôtre, qui sera la seule manière finalement de participer à un débat démocratique s'il est possible. Donc voilà, avec le Tacti Collectif, le travail qu'on a fait notamment, c'est un travail sur la mémoire de l'immigration, la mémoire de notre histoire, la mémoire de la colonisation, mémoire de l'immigration au travers d'un festival qui s'appelle Origine Contrôlée. On a parlé justement de l'histoire de nos parents, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils se sont retrouvés face à ce non-choix qu'est l'exil. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils ont dit, mon avenir, ou l'avenir de mes enfants, sera meilleur ailleurs, et donc j'y vais. Et comment ils ont été accueillis? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a été relogé? Comment on a grandi? Quelle est l'histoire de nos quartiers? Nous, on a une philosophie par rapport à ça. C'est ni le paradis ni l'enfer. On est sur Terre, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'il y a du dramatique, du négatif, du sombre, mais il y a aussi du sublime, du lumineux et de l'inoubliable. Donc du coup, ça a été un mouvement fédérateur pour les habitants, pas que ceux de ton quartier, mais pour tous les quartiers populaires qui se reconnaissent un peu dans votre mouvement. Alors, disons que je dirais, si c'est le cas, tant mieux, mais ce que je dirais surtout, c'est que ça a surtout permis d'être dans l'action, d'agir, parce que c'est vrai que je dirais que si on a des tas de raisons d'être désespéré, d'être dans la désillusion, de ne plus croire en rien, quand on réfléchit, mais quand on agit, on ne voit pas les choses de la même manière. Quand on agit, on est plus dans l'action nourrit notre capacité à y croire, à nourrir l'espoir et se dire j'agis. Donc je dirais que ce que ça a apporté, c'est que ça nous a permis de rencontrer partout en France on parle de 25 ans d'histoire, de notre histoire, depuis plus de 2 décennies, partout en France des gens dans les quartiers qui font des choses exceptionnelles. Mais vraiment, et qui agissent donc. Et donc on s'est mis à leur côté, ils sont venus à nos côtés. Je pense qu'il y a certaines personnes dans notre quartier, comme dans d'autres quartiers, qui se sont nourris de notre histoire et à qui on a apporté des choses. Malheureusement, pas tout le monde. En même temps, on ne peut pas être les chevaliers quand on sauve la planète. C'est-à-dire, on agit comme on peut. Mais je pense qu'on a toujours défendu l'idée que si ça doit toucher une personne, c'est déjà ça, quoi. Tout à fait. Alors du coup, comme tu viens de le dire, vous avez lancé le festival Origine Contrôlée. Donc c'est un festival rythmé de rencontres, de débats qui met en avant un peu cette génération issue de l'immigration et cette génération d'immigrés au final. Donc cette idée en fait elle vient d'où exactement? Cette idée elle vient que quand on a eu un moment où je dirais que nous on a un âge d'or dans notre histoire. Un âge d'or, c'est une période vraiment exceptionnelle, c'est la fin des années 90. À la fin des années 90, on va sortir l'album Motivé en 97 et le 3e album de Zebda qui s'appelle Essence Ordinaire, qui va être un très gros succès en 98, c'est-à-dire juste, en plus il n'y a pas de hasard, mais il est sorti fin août 98, un mois après la Coupe du Monde en France, gagnée par Zidane. Et je veux dire, il y avait toute comme ça une dynamique et c'est vrai que notre histoire... elle a explosé à ce moment-là, et ça faisait déjà 15 ans qu'on faisait des choses, qu'on agissait, qu'on faisait de la musique. Je parle de ça parce que 3 ans après, il y a le 11 septembre 2001, et ça va métamorphoser complètement nous-mêmes, notre manière de réfléchir les choses, en se disant, mais bien sûr qu'on croit à la politique, on est des progressistes, on est de gauche, on a une vision de la société, on a des idéaux d'égalité, de solidarité, des choses comme ça.
Mais on s'est dit à ce moment-là, mais quelle est notre histoire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on subit ce regard-là, en tant qu'enfant de l'immigration postcoloniale, donc aussi de culture musulmane, aussi avec une identité multiple. C'est-à-dire que nous, les questions d'identité, pour nous, elles prennent un S, forcément. On ne peut pas nous définir seulement comme un musulman, seulement comme un gars de quartier, seulement comme... voilà, on est plein de choses à la fois. On est à la fois des gars de quartier toulousains, de culture musulmane. Quand on arrive nous-mêmes en banlieue parisienne, bon, on croise des gars de quartier, mais de culture, mais parisiens, de culture. On a des points communs, certes, mais on a aussi des différences. Et c'est ça qui nous a mené à réfléchir au Festival Origine Contrôlée, parce qu'on s'est rendu compte qu'on vivait aussi dans le prolongement d'une histoire coloniale, d'une histoire aussi post-coloniale, et qu'on était aussi construit au cœur de ce rapport de dominant-dominé. Et qu'à un moment, comment nous, on pouvait se défaire de ce complexe du dominé transmis peut-être de manière, silencieuse dans le non-dit. Parce que voilà, c'est ça que ça nous... Il fallait qu'on comprenne c'était quoi l'histoire de nos grands-parents. Il fallait qu'on comprenne. Ça nous semble essentiel de savoir exactement quels sont les traumatismes qui peuvent faire qu'à un moment, j'ai pas forcément les armes pour me confronter à la discrimination, me confronter à la bêtise de l'autre, au racisme, à l'exclusion. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je suis... bon, c'est des réflexions, hein, c'est pas des solutions, mais c'est ça qui était important pour nous. D'accord. Donc du coup, il y a aussi les motivés, un mouvement politique. Oui. Vous êtes présenté aux élections municipales. En 2001. C'est ça, vous avez eu 12,49%. Pas mal. Ouais, respect. Et donc du coup, justement, qu'est-ce qui vous a poussé justement à passer du militantisme à l'engagement politique? En fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, on est encore une fois dans l'âge d'or, juste à la fin de l'âge d'or de cette période-là, que j'appelle comme ça parce que c'est la réalité. Donc, on est en mars 2001, donc on est 6 mois avant le 11 septembre. Je dis en parle parce que ces dates-là sont importantes dans ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut pas, donc on est obligé de se situer. Et donc on est 6 mois avant les élections, mais on a fait une campagne aux élections municipales. Il se trouve que quand on arrive donc dans la période électorale, nous à l'époque on a mené des campagnes d'appel au vote, notamment dans nos quartiers en disant il faut voter, il faut s'investir, il faut participer. Et on agit. Et quand on arrive au moment de cette élection-là, Zebda est devenu un très gros groupe. On est très connu, on a eu un gros succès populaire, on a vendu des centaines de milliers de disques, on fait des tournées de Zénith partout. Et quand arrive cette période-là, on est en conflit avec la mairie de Toulouse. On est en conflit avec la mairie de Toulouse parce qu'on considère qu'il y a du mépris par rapport au quartier. Il y a du mépris, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de... Donc, surtout, on ne nous fait pas confiance. Et ça, nous, on dit comment... nous, on a grandi là, on est là, on a prouvé qu'on était des gens sérieux dans le sens responsable. Hein, parce qu'on peut être aussi pas sérieux, mais être responsable. C'est-à-dire, quand on fait des choses, on le fait en préservant les gens, en essayant qu'ils ne soient pas en danger. Et puis après, par contre, on est en démocratie, donc on veut dire ce qu'on veut. Et ça passe pas. Vous pouvez faire des choses, mais vous dites rien. En gros, c'est ça le discours. Et donc, on est en conflit. Et quand arrive la période des élections, on dit... on pourrait aller aux élections municipales et puis à cette époque-là, on fait un appel dans la presse en disant qui veut, comme on est quand même assez connu, hein, on est déjà des personnages publics, qui veut aller aux élections, nous on ouvre la porte pour ça. Et comme les gens savent qu'il y a de la dynamique, dès le lendemain, il y a beaucoup de monde qui vient, qui nous dit moi je suis intéressé. Beaucoup de gens de la société civile. Toutes sortes de militants associatifs, syndicalistes, militants plus aguerris, des gens qui n'ont jamais fait de politique. Et donc on va rentrer dans cette logique de débat. Et finalement, moi je dirais aujourd'hui, 15 ans plus tard, on était avant-gardiste, puisqu'aujourd'hui il y a des mouvements citoyens comme ça un peu partout dans le monde, en Espagne, Podemos, les Indignés, qui réussissent à prendre. Et nous on a fait ça en 2001. Seulement ici la classe politique, c'est-à-dire partenaire, c'est la classe politique de gauche, n'a pas compris, avait toujours ce petit côté paternaliste qu'ils ont, c'est-à-dire de dire non, mais pourquoi vous voulez faire ça? Mais nous on va le faire, vous inquiétez, mettez-vous derrière nous et tout va aller très bien. Donc voilà, je te le fais schématique parce que c'est une grande histoire, on a beaucoup appris et on est très fiers d'avoir porté. Nous en fait on est les Bobines Sauvages.
Chanté. Donc, une association d'audiovisuel et nous incitons justement les habitants des quartiers populaires, notamment la Rainerie, mais ceux du Grand Mirail, à se réapproprier l'image du quartier. Et donc on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, des jeunes qui justement se découvrent des passions pour le cinéma, pour l'art, pour l'écrit. Il y en a beaucoup, donc, comme dans le film que tu as pu voir, Ouais. Ayman qui écrit plein de scénarios, qui était même sur l'écriture d'un roman. Génial. Et justement, toi, qu'est-ce que ça t'inspire en gros, tout ça, cette jeunesse qui un peu sort des clichés, qui essaie de se mobiliser, de se réapproprier la culture aussi? Mais moi, ça me renvoie cette idée. Enfin, moi, je suis absolument pas négatif par rapport à la jeunesse des quartiers, puis la jeunesse en général. Comment on peut être négatif quand on voit toutes les forces vives, toutes les énergies un peu partout? Alors, on peut être des fois générationnellement, on peut être un peu décalé, pas comprendre forcément le langage, la volonté d'eux, mais ça m'inspire que c'est essentiel parce que, ok, on peut noter les choses qui vont moins bien par rapport à avant. On peut dire, oui, la situation sociale est plus dure, la précarité est plus grande, nos quartiers sont abîmés, on peut faire ça. Mais on peut aussi regarder comment les jeunes des quartiers sont beaucoup plus armés, quelque part aussi, qu'on ne l'était nous. Tout simplement parce qu'ils ont eux-mêmes des parents qui ont été à l'école, alors que nous, ce n'était pas le cas. Mais c'est des choses de la vie toutes simples. Hein. C'est le côté où nous, quand on nous disait il faut vous intégrer, quand on était jeunes, on disait intégrer, je le suis, où est la solution? C'est-à-dire, en gros, ça veut dire quoi votre truc d'intégration? Nous, il n'y a pas. Pour nous, c'est inexorable en fait. Tu grandis, tu vis dans un endroit, donc c'est inexorable. Donc c'est la preuve de ça. C'est-à-dire que nous, on a grandi avec des parents qui arrivaient du bled, qui étaient bergers, qui sont arrivés pour faire des travaux très durs, voire même limite de l'esclavage, sans savoir ni lire ni écrire. Donc on était seuls, eux avec, des fois, ils parlaient même pas français ou des choses comme ça. Et que aujourd'hui, on en est quand même plus. Enfin, on n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont avancé parce qu'aujourd'hui, ces jeunes dont tu parles sont eux-mêmes enfants de gens comme moi. Donc on est déjà dans un truc où les armes sont plus. Voilà, sont plus concrètes. Je dis ça pour dire que je le vois de manière très positive. Enfin, ça me réjouit de voir comment on peut créer les conditions de la prise de parole. Parce que pour moi, c'est la seule. Pour nous, dans notre collectif, ça fait des années qu'on pense que la solution ne viendra que des quartiers eux-mêmes. Que des gens qui y vivent. C'est les seuls vrais experts des quartiers, c'est les gens qui vivent dans les quartiers ou qui ont vécu dans un quartier suffisamment longtemps. Donc, on a des outils pour s'exprimer, pour développer la parole. C'est le rôle de la culture, c'est pour ça que je parlais de culture sociale tout à l'heure. Le rôle de la culture, c'est ça, c'est permettre l'expression. Il ne suffit pas d'arriver et de dire aux gens qu'est-ce que tu as à dire en tendant le micro. Parce que tu arrives dans un quartier, tu lui tends le micro, il va te dire mais qu'est-ce que tu veux toi? Tu vois? Par contre, si tu travailles là-dessus, et à un moment, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. C'est juste qu'il ne va pas répondre à l'injonction, déjà, et il a raison. Il ne va pas répondre à l'injonction, c'est-à-dire parle, quoi, parle si j'ai envie. Et après, il y a aussi des habitudes, quoi, parce que, voilà, il y a, comment dire, se confronter au monde extérieur, c'est essentiel pour sortir de sa condition. Parce qu'il y a aussi la question de l'ascenseur social qui se pose. C'est-à-dire que moi, je pense que dans un quartier, on a 10 000 problématiques qu'on peut aborder. Bien sûr qu'on peut parler de violences policières, c'est même un sujet important. Mais aussi, on peut parler du logement, on peut parler aussi des transports, on peut parler d'écologie même. On peut parler de... Non mais c'est vrai, on n'est pas juste... Nous, c'est la violence policière, non, bien sûr. Mais on a aussi un point de vue, c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, est-ce que tu as un message final à faire passer à toutes les générations qui suivent? Ah ouais, ça c'est un message pour l'éternité alors. Exactement. Non, je pense que dans ce que j'ai dit, il y a le message que j'ai envie de faire passer. Après, ce que j'ai envie de dire aux gens, enfin aux gens qui regardent, ou aux jeunes qui viennent au Robin Sauvage, c'est quand un espace comme ça est créé, il faut le saisir, il faut se réapproprier l'espace public. En fait, l'espace public, il est à nous. Parce que si à un moment, on démissionne de cet espace-là, bon, on sait qu'il sera pris par d'autres personnes qui vont le rendre toxique. Et il faut que ce soit les gens qui vivent, qui prennent l'espace public, qui disent il est à moi. Parce qu'on est tous chez nous en vérité. La terre, c'est la terre. Et encore une fois, c'est ni le paradis ni l'enfer. On est sur terre. Le
paradis, l'enfer, c'est voilà, c'est ailleurs que ça se passe. Ici, c'est le bon, le mauvais, et l'espace public qui doit être à nous. Donc le micro, ça sert à ça, la langue, ça sert à ça, les bras, la force, le dos, les reins, tout ce qui fait qu'on est capable d'aider l'autre. Et puis qu'ensemble, finalement, c'est moins douloureux et ça aide, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Motivé, motivé, il faut rester motivé.